Je suis Isabelle Spiegel de PwC en abrégé, ou PricewaterhouseCoopers en version longue. C'est un cabinet d'audit et d'audit financier en priorité, mais moi j'ai la chance de faire partie d'une équipe qui s'occupe d'audit et de conseil dans la partie développement durable. Alors le développement durable, ça veut dire beaucoup de choses, mais donc je vais repositionner la sécurité au sein de ce développement durable. Simplement pour vous dire, PwC a créé l'activité développement durable il y a une vingtaine d'années. Moi j'ai rejoint il y a 12 ans en fait l'entreprise. Il y a une vingtaine d'années, et notre premier client, c'était Rhône Poulenc, pour l'audit du rapport développement durable, enfin des indicateurs environnementaux et de sécurité du rapport développement durable. Voilà, donc c'est là qu'on a connu notamment Gilles Vacher. Alors, je vais vous reparler donc, de la sécurité au cœur de la démarche de développement durable et de responsabilité sociale. Je vais parvenir sur les 3 piliers du développement durable, environnement, social, économique. Simplement, la vision du développement durable a évolué depuis une vingtaine d'années qu'on a de retour d'expérience sur ce sujet. Évolué d'une vision que je pourrais qualifier de pastorale à une vision de plus en plus intégrée de façon opérationnelle et de façon stratégique au business des entreprises. Donc, le développement durable, c'est un petit peu l'équivalent de la morale. Je dirais que tout le monde a des choses à dire sur le sujet. On est tous pour le développement durable parce qu'on ne peut pas faire différemment. Il y a une pression écologique, démographique, etc. sur la planète. Ça va en faveur d'un développement économique durable, donc c'est très bien. Mais la manière d'appliquer ces grands principes de développement durable au sein d'une organisation et au sein d'une entreprise en particulier, c'est ce qu'on va appeler la responsabilité sociale. Et la responsabilité sociale, on a de la chance. Depuis la fin 2010, on a une norme qui nous explique comment, par quels grands principes et quelles grandes questions se poser pour adapter et appliquer la responsabilité sociale au sein d'une organisation. C'est l'ISO 26000. Donc l'ISO 26000 nous dit, c'est pas une norme certifiable, hein, contrairement à d'autres démarches, c'est vraiment une norme qui nous dit par quel bout prendre la question, prendre le problème et quelles questions se poser et à quelles questions j'ai envie de répondre quand je vais décider de déployer ou de mettre en place une stratégie ou des actions de responsabilité sociale. Alors, cette petite fleur que vous voyez ici reprend les 7 grandes questions centrales de l'ISO 26000. Et vous voyez que la sécurité est l'une de celles-là, puisque c'est tout ce qui est relations et conditions de travail. Je cite les autres parce qu'elles me semblent importantes quand même. Vous avez tout l'aspect droits de l'homme. Donc vraiment tout ce qui va être à la fois travail forcé, harcèlement, travail des enfants, mais aussi les aspects purement de salaire, rémunération. Vous avez les aspects d'engagement sociétal. Donc là, ça va être du mécénat, mais également d'autres choses qu'une entreprise, qu'une organisation peut apporter au niveau de la société, que ce soit au niveau local ou un peu plus général. Et on voit dans l'approche qui évolue, je disais, du développement durable, que la société a de plus en plus un rôle extrêmement important à jouer et insuffle également les décisions des entreprises et des organisations à ce niveau-là. Je prendrais juste l'exemple d'une entreprise qui s'appelle PepsiCo, qui fait des chips, par toute la marque Lay's notamment, qui a pris relativement en amont la décision d'arrêter l'huile de palme. Pourquoi ? L'huile de palme, on en entend parler, problème sur la santé quand elle est hydrogénée, problème de biodiversité parce que c'est des palmeraies en Asie. Voilà. Il n'y a pas de réglementation aujourd'hui sur l'huile de palme, à ma connaissance en tout cas. Simplement, PepsiCo s'est dit, il y a une vraie pression des consommateurs, il y a des vraies questions, et on va décider en amont d'apporter une réponse. Ce n'est pas une décision qui s'est faite à la légère, parce que ça a nécessité des investissements lourds au niveau des modes opérationnels et des procédés pour adapter leur process à une autre matière. Mais ça fait partie aujourd'hui des décisions et du pilotage des entreprises qui font qu'on a évolué d'une vision du développement durable à quelque chose de également plus intégré dans le process, plus stratégique, et qui, bien évidemment, est drivé, je dirais, le principal moteur, c'est quand même le chiffre d'affaires et les marchés. Dans le cas de Lay's, c'est les biens de consommation, donc c'est bien évidemment les consommateurs. Voilà, l'environnement, donc c'est bien évidemment très général, les consommateurs ils sont ici, et puis on a tout un aspect d'éthique des affaires. La sécurité est un de ces piliers, et on garde ici au centre tout l'aspect organisation et gouvernance
de cette organisation. C'est-à-dire que la responsabilité sociale, ça se décide au niveau du top management de l'entreprise avec un certain nombre d'engagements. Ça doit être intégré effectivement voilà, dans les fondements même de la stratégie de l'organisation. Mais derrière, ça doit être aussi relayé, c'est quelque chose de transversal qui touche maintenant l'ensemble des fonctions et ça s'applique à une collectivité, à une entreprise ou à toute autre organisation. Je voulais revenir sur un point, puisque quand on parle de sécurité, enfin, je vous ai dit, hein, on est cabinet d'audit, donc on audite à peu près, on va dire, une quinzaine de grandes entreprises sur leur rapport développement durable, c'est-à-dire sur les informations qu'ils publient, que ce soit environnementales, sociales ou en matière de sécurité. Donc je pensais que c'était intéressant de faire un petit éclairage sur les obligations en matière de reporting, donc de communication de ces informations. Alors, de la loi NRE au décret RSE, simplement on est en attente, je dirais, d'un décret qui découle de la loi Grenelle 2, qui va renforcer les obligations de communication d'informations environnementales, sociales et sécurité. Alors, je reviens juste sur la NRE, c'est en France, en 2002, on a rendu obligatoire la communication des informations pour les sociétés cotées. D'accord, depuis 2002. Et les indicateurs qu'on demande d'évaluer et donc sur lesquels on demande de rendre compte, c'est d'une manière très générale les conditions d'hygiène et de sécurité et l'absentéisme et ses motifs. Aujourd'hui, ou plutôt demain, puisqu'on attend la publication du décret dit RSE en avril, alors avec un calendrier qui peut être encore un petit peu bousculé avec les élections, mais pour l'instant tous les indicateurs nous montrent qu'il devrait bien sortir. On a donc une obligation toujours de communiquer des informations qui s'élargit, puisqu'on va toucher pas seulement les sociétés cotées, mais l'ensemble des sociétés selon un calendrier qui est donné ici. Donc à partir de 2013, on va toucher toutes les sociétés d'un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros et supérieur à 500 salariés. C'est quand même assez important. Et puis, les thématiques abordées sont également légèrement élargies. On a toujours les conditions de santé et de sécurité. On a le bilan des accords signés avec les organisations syndicales et les représentants du personnel. Et on a les questions d'accidents du travail, donc avec les taux de fréquence, taux de gravité et puis maladies professionnelles. Voilà, donc on est un petit peu plus précis dans les exigences de communication. L'idée, c'est de communiquer aux tutelles, au grand public, à ses administrés, ses actionnaires, mais aussi ses salariés, donc l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise. Il y a une autre nouveauté dans ce décret RSE, c'est l'obligation de faire vérifier ces données. Donc ce n'est pas seulement je communique sur la performance sécurité sur ces indicateurs-là, mais c'est je m'assure auprès d'un tiers que les données que je communique sont exhaustives et sont sincères. Donc l'exhaustivité, c'est que je communique bien sur ces indicateurs-là. Sincère, c'est que les données, vraiment, quand j'affiche un taux de fréquence à 3,4, c'est bien 3,4 qu'il faut comprendre. Alors, regardons un petit peu auprès des pratiques des grands groupes, qu'est-ce qui est aujourd'hui déjà reporté, en termes de reporting des indicateurs sécurité. Alors, vous avez la GRI. Je ne sais pas si tout le monde est familier avec la GRI, donc c'est la Global Reporting Initiative. C'est donc une initiative d'un certain nombre d'acteurs au niveau européen, mais qui est aujourd'hui reprise vraiment au niveau international, qui vous donne un guide de bonnes pratiques en termes de publication d'informations. Donc c'est pour tout le développement durable, environnement, santé, sécurité. J'ai juste extrait ici les aspects santé, sécurité au travail. Alors vous remarquerez que c'est extrêmement orienté vers la sécurité des personnes, la sécurité des biens et des procédés dont on parlait tout à l'heure n'est pas tellement représenté à ce niveau-là. Il y a en gros 4 catégories. L'une, la représentation des salariés, avec un effectif total de salariés représentés dans différents comités. L'un sur la performance, je dirais, de la sécurité qui va se mesurer avec un certain nombre d'indicateurs et principalement d'accidents. Donc là, c'est quand on est dans le réel, il s'est déjà passé quelque chose. Il y a une partie de formation, alors là, qui va être plus dans la partie prévention cette fois. Donc éducation, formation, actions menées de façon préventive et maîtrise des risques. Et la partie dialogue social. Donc, comment j'intègre effectivement les syndicats qui rejoint d'ailleurs le premier point de représentation des salariés.
Voilà, donc ça c'est ce que nous dit aujourd'hui les bonnes pratiques qui sont communément appliquées par les entreprises, qu'elles soient en France, en Europe, aux États-Unis, en Chine. J'ai eu la chance de passer 2 ans en Chine également sur ces problématiques-là. C'est aujourd'hui le standard qui est suivi par la plupart des entreprises de façon volontaire. On a bien évidemment le décret RSE qui renforce l'aspect avec l'obligation de communiquer sur les informations, mais de façon volontaire, c'est ce que les entreprises vont suivre. Alors aujourd'hui, dans la pratique, quand on regarde un petit peu les grands groupes, et principalement nos clients français pour lesquels on travaille en matière de vérification, on se rend compte que les indicateurs qui sont réellement reportés, ce sont d'abord tous les indicateurs incontournables, c'est-à-dire en termes d'accidents. C'est vraiment la mesure de la performance en matière d'accidents du travail, avec les différents taux de fréquence, taux de gravité. La question de l'absentéisme versus la question du nombre de jours de travail perdus. La question des accidents mortels, voilà. Et vous avez différents niveaux d'application. Le premier, c'est l'application aux salariés. Alors avec déjà une première difficulté qui va être, je l'applique à des salariés permanents en CDI et des salariés intérimaires ou en CDD, ou etc. Vous avez le deuxième champ où on va l'étendre à l'ensemble des personnes, des collaborateurs qui travaillent sur un site industriel. Donc là, on prend vraiment en compte les intérimaires, les stagiaires, les apprentis, mais également les sous-traitants qui sont amenés à travailler, donc les entreprises extérieures. Et puis, vous pouvez même avoir un champ encore plus étendu en cas de maladie professionnelle, aux impacts que ça a sur la famille des personnes qui ont voilà, un salarié atteint d'une maladie. Donc voilà les différents niveaux sur ces indicateurs que je qualifierais d'incontournables sur les accidents. D'autres indicateurs, et je pense qu'ils sont intéressants parce que c'est des indicateurs qu'on ne voit pas de façon systématique aujourd'hui dans les rapports de développement durable, mais qui du coup vont représenter réellement l'interprétation que font les entreprises des questions de sécurité. Alors je les ai classés. Le premier pavé, ça va être tout ce qui est prévention et maîtrise des conditions de travail, avec l'implication des salariés dans une action de progrès. Donc ça, c'est l'exemple de Rodia, par exemple, qui va vous dire, voilà, on a mis en place un certain nombre d'actions de progrès, et l'indicateur qu'on veut mesurer, c'est combien de salariés sont aujourd'hui impliqués dans une action de progrès. Donc c'est un indicateur à la fois mesure de la sécurité et du déploiement de la démarche, mais aussi un indicateur social, puisqu'on va mesurer effectivement l'implication des salariés. Un autre exemple, ce sont des exemples bien évidemment, c'est le taux de visite sécurité effectué dans l'année. Voilà, donc encore une fois, des visites sécurité de site, eh ben, on va se dire, voilà, je mesure le taux réalisé dans l'année, et ce qui va permettre de faire des comparaisons d'un site à l'autre, d'une région géographique à une autre, et puis bien évidemment également de se fixer des engagements et des objectifs. Les taux de réalisation des études, donc c'est dans le même ordre d'idée, ou bien l'existence et le déploiement en fait de plans d'urgence. Donc c'est pareil, quand on est à l'origine d'une démarche de prévention et du déploiement d'une démarche, eh bien on va mesurer l'indicateur de mise en place et de déploiement de cette démarche de plan d'urgence dans les différentes régions, secteurs, activités de l'entreprise. Le deuxième pavé ici, ça va être tout ce qui est dialogue social et représentation des salariés. Donc on l'a déjà vu, c'est le bilan des accords et puis l'effectif total représenté dans les comités mixtes. Donc c'est quand même un des sujets également importants et qui fait partie de la mesure des conditions de travail. Et le troisième, que j'ai appelé formation ici, qui est un petit peu réducteur, mais c'est bien les actions d'éducation, de formation, de sensibilisation aux conditions de travail, à la démarche de progrès, etc. Voilà. Donc là, on est dans le soft, on va dire, et plus forcément dans la performance environnementale, mais sécurité, mais ça fait partie donc des indicateurs publiés. Alors, le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la question de la vérification. Donc avec le décret RSE, on voit que donc il va falloir faire vérifier l'ensemble de ces indicateurs, qui sont des indicateurs de performance. Ça tombe bien, c'est mon métier. Mais ça suppose, je dirais, un certain nombre de pratiques, un certain nombre de questions méthodologiques, et
ça va permettre également de déceler un certain nombre de problèmes dans l'application de ces indicateurs. Donc on revient un peu aux questions tout à l'heure de comment mesurer et les problèmes que pose la pertinence et la sincérité des données qui vont être communiquées. Donc c'est de ça dont je veux vous parler tout de suite. D'abord, un rappel sur le fait que la démarche de vérification aujourd'hui est essentiellement volontaire. Mais elle est volontaire et extrêmement suivie par les sociétés du CAC 40. Donc aujourd'hui, on a plus de 80% des entreprises françaises donc du CAC 40 qui font vérifier leur reporting environnement, sécurité sociale, donc tout ce qui est extra-financier. Le but de ça, et c'est vraiment intéressant parce que sur les 20 dernières années d'évolution du développement durable, on a vu un gros progrès. Il y a 10 ans, c'était le début du reporting. Donc vraiment, tout le monde commençait à publier des informations. Et aujourd'hui, on est vraiment dans « je ne fais pas que publier des indicateurs, mais je vais m'en servir comme réel outil de pilotage ». Et c'est ça aujourd'hui qui fait sens. Et je vais les faire vérifier pour montrer la crédibilité des informations et éviter tous les aspects de greenwashing des indications, enfin des informations du coup qui sont communiquées. Voilà. Vérificateur, c'est un métier qui s'apprend et il y a des standards de vérification. Je vous cite les deux principaux. C'est peut-être un peu technique, mais le premier, c'est l'ISAE 3000. Donc, c'est simplement celui qui dit voilà les règles à respecter pour l'ensemble des indicateurs extra-financiers. Le deuxième, il me semble extrêmement intéressant, c'est Accountability 1000, donc l'AA 1000. C'est un standard de vérification, mais qui va beaucoup plus loin que la simple vérification de la sincérité des informations, ce qui va être demandé dans le cadre du Grenelle. C'est un standard qui va aller vérifier la crédibilité de l'ensemble d'un rapport développement durable. C'est-à-dire que dans la première approche, je dirais que vous avez une entreprise qui peut choisir de communiquer sur le taux de fréquence, le taux de gravité et les maladies professionnelles, par exemple. Elle communique ses résultats, le vérificateur vérifie que les résultats sont justes. Voilà. Maintenant, elle peut très bien choisir de ne communiquer que sur l'aspect formation et d'oublier de parler des taux de fréquence et de gravité, par exemple. Ça n'empêche que le rapport du vérificateur pourrait être de dire que les résultats sur les données qu'il communique, même si elles sont partielles, sont justes. La 1000 va beaucoup plus loin dans la démarche puisqu'elle va vraiment raccrocher les indicateurs qui vont être publiés par une entreprise à sa stratégie globale de responsabilité sociale. Donc, il va y avoir tout un travail qui est fait d'abord avec l'identification des enjeux et l'identification des attentes de l'ensemble des parties sociales, donc des parties prenantes en fait, que ce soit la société, enfin ceux qu'on a cités tout à l'heure, hein, ça peut être les employés en premier, les partenaires donc internes, les actionnaires, les dirigeants, les consommateurs, l'aspect société, les ONG, etc. Donc il y a une démarche qui est faite pour dire voilà, moi je suis dans l'industrie chimique, ou je suis dans l'automobile, ou je suis dans les chips Lay's. Qu'est-ce qu'on attend de moi en matière de développement durable? Qu'est-ce que veut dire la responsabilité sociale pour moi dans mon entreprise? Les problèmes de sécurité liés aux solvances ne s'appliquent évidemment pas à toutes sortes d'activités. Donc il y a ce premier travail qui est fait et qui va du coup donner du sens à l'ensemble de la démarche, qui va également définir les indicateurs sur lesquels on va réellement communiquer. Donc je dirais que si vous croisez cette démarche-là de se dire qu'est-ce qui est vraiment pertinent pour mon activité, mon organisation, voilà, avec les guides de bonne pratique que vous avez publiés comme la GRI par exemple, vous allez puiser dans la GRI ceux qui vous intéressent et vous allez construire quelque chose de réellement cohérent. Et ça, c'est ce que permet de faire la A1000 en partie, donc avec des principes de vérification qui ne sont pas uniquement sur la sincérité des données, mais aussi sur la pertinence des informations que vous allez faire remonter. Voilà. Et puis, simplement un rappel sur l'arrêté RSE, puisqu'en fait, au-delà du décret RSE, donc en application de la loi Grenelle, qui va rendre obligatoire la publication d'indicateurs sur la sécurité, on attend un arrêté qui va expliquer quelles sont les règles à suivre pour les vérificateurs, en termes de règles d'indépendance, puisqu'on ne peut pas faire du conseil et de l'audit en même temps, mais aussi en termes d'accréditation, enfin, qui va être vérificateur, etc. Un petit retour d'expérience sur ce qu'on a pu constater, nous, dans les missions de vérification de ces indicateurs publiés par les entreprises en termes d'écart. Alors, c'est un peu chargé, mais simplement pour dire que l'un des premiers écarts qu'on voit, c'est le problème d'hétérogénéité des données. Vous pouvez dire, je veux communiquer sur un taux de fréquence,
qui s'applique aux salariés en CDI, quand vous allez au fin fond de l'Indonésie ou de l'Argentine, ça ne veut pas dire la même chose qu'en France. Voilà, donc la première des choses, ça va être de s'assurer que les indicateurs sur lesquels vous voulez communiquer vont être interprétés de la même manière partout dans le monde pour n'importe quelle activité et pour n'importe quelle catégorie de collaborateurs. De même, on rentre un peu dans le détail, mais la prise en compte des jours ou des heures travaillées, par exemple, vous avez la manière théorique de compter les heures travaillées avec des salariés cadres, par exemple, qui vont travailler en théorie 40 heures par semaine, ou 35 s'il y a des RTT comme en France. Et puis vous avez la pratique, où dans certains pays, certaines entreprises en fait, vont aller jusqu'à faire pointer, y compris les cadres, pour avoir les réelles heures travaillées des salariés. Donc il y a pas mal de petites particularités comme ça, qui fait qu'à la fin, on va agréger toutes ces données individuelles qui sans doute sont justes à un niveau local, mais en un seul indicateur qui peut parfois manquer de pertinence parce qu'on aura agrégé des choux et des carottes, comme ce qu'on disait tout à l'heure, ou des poireaux et des patates. Voilà. La difficulté, bien évidemment, de déployer, donc ce que je disais sur les taux de gravité et de fréquence, les maladies professionnelles, etc., le faire pour ses salariés sur l'ensemble d'un périmètre monde et pour l'ensemble des activités, c'est déjà parfois un peu compliqué. Mais quand on va en plus le déployer aux entreprises extérieures qui travaillent sur un site, etc., il y a un problème d'accès simplement à la donnée et de sensibilisation qui pose un certain nombre de problèmes et qui fait que du coup, nous, on constate parfois un certain nombre d'écarts. Pour vous donner juste un retour également, il y a des entreprises qu'on accompagne, enfin qu'on vérifie plus exactement depuis 5-10 ans pour certaines, plus dans le cadre Odia. Sur ces entreprises, vous savez, à la fin, le rapport d'audit, en général, il dit voilà, on a mené tel travaux, on a vérifié tel indicateur, et notre conclusion, c'est qu'on n'a pas constaté d'écart significatif. Voilà. Il y a certaines entreprises pour lesquelles on a constaté des écarts significatifs, donc on le met dans la vie. On dit on n'a pas constaté d'écart significatif, sauf là-dessus, là-dessus et là-dessus. C'est ce qu'on appelle une réserve. Il y a des entreprises du CAC 40 en France pour lesquelles on a mis des réserves. Il y en a même qui ont eu des réserves récurrentes pendant un certain nombre d'années, mais il y a quand même une démarche de progrès qui s'initie, puisque de réserves, on était peut-être à 4 réserves la première année, on a progressivement réduit, et cette année, je pense qu'on ne mettra pas de réserve sur nos clients récurrents. Donc il y a quelque part une démarche de progrès qui signifie, mais qui passe par une organisation interne, un contrôle des données relativement important. Je terminerai sur 3 recommandations. C'est juste une synthèse des points que j'ai déjà principalement abordés. Donc faire du reporting et communiquer les informations environnementales, c'est un point qui est en amont de ce tableau, c'est vraiment d'abord communiquer sur ce qui est pertinent pour vous et sur ce qui va réellement piloter le business. On ne fait pas du greenwashing, on ne fait pas plaisir au vérificateur qui va regarder les données. On fait vraiment quelque chose qui va donner du sens à son corps de métier, qui va apporter des réponses à ses actionnaires, à la société, à ses consommateurs, et c'est à ça que ça sert. Ensuite, une fois qu'on a défini l'ensemble de ces indicateurs, la principale question, c'est la définition qu'on donne à ces indicateurs. Donc réfléchir à une définition suffisamment précise, à des guides pratiques, à des exemples pour que ces indicateurs soient compréhensibles et interprétés dans l'ensemble des géographies, des types de salariés que vous pouvez avoir, etc. Le deuxième point ici, c'est le périmètre et la couverture des données. Il va falloir également du coup mesurer comme ça des indicateurs. Ça veut dire qu'on va mesurer une performance dans la durée. Donc pour des grands groupes qui peuvent avoir des périmètres géographiques ou d'activités variables, ça veut dire qu'à chaque fois il va y avoir un retraitement des données. Et ça, c'est pas évident de communiquer à une personne lambda sur voilà, j'ai fait 100 la première année, l'année d'après j'ai fait 90, mais en réalité j'ai fait 70 ramené à la tonne de produits parce que j'avais acheté des entreprises, etc. Donc toute cette question de retraitement des données est également source d'erreurs. Et c'est là-dessus aussi qu'on voit un certain nombre d'écarts. Le dernier point, c'est vraiment la systématisation des contrôles.
C'est-à-dire qu'avant l'étape de vérification qu'on peut avoir nous en tant que tiers extérieur, il y a vraiment un certain nombre de contrôles à avoir déjà en interne. Et le plus simple, c'est que vous allez avoir un premier contributeur qui renseigne les données voilà, du nombre d'heures travaillées, par exemple, qui peut être des RH, et c'est des données qui sont issues d'un système de paye. Le premier niveau de contrôle, il doit être fait par la personne qui réellement est au-dessus de lui. Et puis vous devez avoir des niveaux de contrôle comme ça de cohérence systématique. Et bien évidemment, tout ce qu'on peut systématiser et automatiser comme contrôle, c'est comme tout ça qu'on gagne sur les erreurs simplement de facteur 1000 ou de saisie de données. Donc un système de reporting relativement robuste avec des contrôles automatiques permet en général d'éviter la pure erreur humaine de report des données. Voilà le sens de mon propos. Je vous ai parlé de sécurité sur un angle un petit peu différent sans doute de la sécurité industrielle, mais sous un angle en fait de la communication des résultats, du reporting, donc de ce que font les grands groupes au niveau de la sécurité. C'est vraiment un des sujets qui a évolué énormément ces 20 dernières années et qui va continuer à évoluer. Voilà, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Alors merci, Gilles Vacher. Donc, vous nous avez parlé d'audit, de contrôle, de système de normalisation et de périmètre mondial. Vous nous avez dit qu'à titre personnel, vous aviez été en Chine pendant 2 ans. Le respect des cultures et de la diversité. Parce qu'on va parler, la table ronde suivante, de la culture, une culture de sécurité. Mais est-ce qu'il y a une normalisation de la culture ou pas? Est-ce qu'à travers les systèmes de normalisation, on fait aussi, parce qu'on le dit, droit de l'homme, le respect de la diversité, et en particulier pour les grands groupes internationaux? Quelle est votre expérience ou votre point de vue là-dessus? Alors, mon expérience va être vraiment une expérience personnelle que j'ai vécue dans le monde professionnel, mais c'est mon expérience en tant qu'individu. C'est que vous avez d'énormes différences culturelles. On va parler en France effectivement de l'ensemble des indicateurs sociaux sur lesquels il faut communiquer. On va parler du nombre de femmes dans un conseil d'administration pour une entreprise. Voilà, ça c'est typiquement français. En Chine, jamais vous n'allez aborder cette question-là. Il y a des femmes qui sont dirigeantes, ça pose aucun souci, il y a vraiment zéro différence culturelle à ce niveau-là. Donc la question de la diversité, elle va être traitée par les Américains d'une manière très différente, puisque ça va être la diversité appliquée aux minorités ethniques, par exemple. Donc cette manière, je dirais, de prendre en compte ces aspects culturels, c'est évidemment extrêmement fort, mais je crois qu'il faut rester sur qu'est-ce qui fait sens pour votre organisation, pour votre entreprise, et comment vous souhaitez fédérer des collaborateurs d'origines différentes, de pays différentes, au sein d'une démarche de progrès. Donc si quelque part, dans la fédération des collaborateurs, vous avez besoin d'avoir des indicateurs un peu globaux de diversité ou autres, ou de progrès, très bien. S'il y a besoin également au niveau local d'avoir des indicateurs particuliers, c'est ce que fait très bien L'Oréal, par exemple. L'Oréal, vous avez un rapport développement durable avec un certain nombre de grands principes qui est un peu franco-français, mais qui reprend bien l'ensemble du groupe, mais pour la France. Et vous avez un rapport chinois, parce que pour la Chine, c'est un pays de développement économique très important pour eux, et qu'ils ont ressenti le besoin d'avoir un rapport spécifiquement chinois, donc avec des indicateurs qui vont non pas parler de la retraite et des plans de sécurité sociale, mais avec des indicateurs qui vont parler plus à des salariés chinois. Donc la sécurité est au centre quand même des problématiques. Je crois que la sécurité, c'est quand même quelque chose qui est mondial. Bonjour, Christian Trontaille, NRS. Ne craignez-vous pas qu'en renforçant la visibilité des indicateurs, en les accréditant, en accréditant la qualité de ces indicateurs, et donc en faisant des objets stratégiques pour les entreprises, vous ne renforciez pas le risque que l'entreprise masque en amont ce risque-là? Vous avez longuement développé le risque professionnel, accident de travail, maladie professionnelle. Et donc que l'entreprise soit incitée à ne pas déclarer l'accident de travail. Michelin est dans les tribunaux pour cette raison-là actuellement. Ou alors multiplie les contentieux avec la sécurité sociale de manière à ce que l'accident ne soit pas reconnu. Et là, c'est aussi l'origine de la réforme 2012 de la tarification. Est-ce que vous ne pensez pas que ça induise ce comportement qui est
honnêtement, par rapport à l'objectif voulu, qui était un comportement déviant. Il y a toujours un risque, évidemment, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec les accidents maladies, en fait. Quand on va commencer à faire du reporting, malheureusement, il y a des indicateurs qui ne veulent pas refléter la réalité. Et c'est très vrai quand vous allez en Chine, puisque les accidents, la plupart du temps, ne sont pas déclarés. Donc effectivement, des bons taux de fréquence et de gravité en Chine ne veulent absolument rien dire et ne sont pas représentatifs de la situation réelle. Donc c'est vrai, c'est une déviance, ça ne répond pas à tout, mais donc il faut trouver les moyens je dirais de contourner. Et je pense que ce qui est important sur ces sujets-là, c'est vraiment de ne pas omettre la réalité, d'avoir quand même des actions de prévention. Donc à la limite, les indicateurs de prévention et de déploiement des démarches vont être dans ces cas-là beaucoup plus importants que l'indicateur du TF qui, malheureusement, ne reflètera pas la réalité comme on l'entend. Nous laissons la place à la table ronde. Merci à tous de votre attention. Merci beaucoup.